Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci d'être venus nombreux et nombreux ce soir chez Caribde. Donc, vous n'êtes pas là par hasard, vous savez qu'on a ce soir comme libraire invité Pierre Jourde. Donc, on en était très réjouis depuis des semaines. Donc voilà, c'est le soir. Donc on va faire comme d'habitude. Donc Pierre Jourde va nous présenter des livres qui lui tiennent à cœur. Et puis à la fin, on dira nous quelques mots sur Pierre Jourde et sur ce qu'on apprécie beaucoup dans son écriture, aussi bien romanesque que critique. Et puis voilà. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci, merci de cette invitation. Changement de politesse. Je trouve que la formule est pas mal. La formule est intéressante. D'abord parce qu'on n'écrit pas à partir de rien. Comme l'enfant joue en imitant ce qu'il a vu, au fond on écrit en imitant d'abord. On commence d'abord par écrire en imitant. Et en fait on continue toute sa vie. On lit et on écrit à la fois en se démarquant de ce qu'on a lu, et en intégrant ce qu'on a lu. Dans un certain nombre de mes livres, en fait, j'essaye à la fois de dépasser les œuvres que j'ai adorées, et un des moyens de ce dépassement, ça peut être de les recycler dans la structure, dans les thèmes, d'y faire allusion. Dans Festin secret, il y a des allusions à la légende médiévale, à David Lynch, à des films de David Lynch, etc. Dans un livre que vous n'avez pas retenu ici, L'heure et l'ombre, il y a une espèce de réécriture de Sylvie de Nerval. Et donc voilà, cette formule me semble excellente parce que nous sommes un écrivain est pénétré de ce qu'il a lu. Il écrit avec ce qu'il a vécu et avec ce qu'il a lu, les deux. La deuxième remarque liminaire que je voulais faire, c'est que la conception que je me fais de la littérature, de son rôle, et que j'ai essayé d'illustrer par ce choix, je ne sais pas si j'arriverai à parler de manière... J'ai beau être professeur de métier, ça c'est un petit peu autre chose. Je peux pas faire court sur ces œuvres, je ne sais pas si j'arriverai à... Au fond, les œuvres que j'aime le plus sont celles dont je parle le moins. Et le plus mal, notamment Proust. Je suis professeur de littérature du 19e et 20e siècle, j'ai jamais publié une ligne sur Proust. Parce que c'est... Peut-être ça m'est trop proche, c'est trop énorme pour moi. Et donc, et je vais avoir l'occasion de le redire, je n'ai jamais pensé que écrire un livre, faire de la littérature, consistait à reproduire la réalité. C'est-à-dire à représenter la réalité. Je pense au contraire que écrire, c'est la créer. C'est créer de l'expérience. C'est enrichir la palette de nos expériences possibles, de nos accès à l'autre, de nos accès au monde. Et pour introduire un peu cette idée, je commencerai par l'œuvre qui a été à la fois pour moi est la plus importante du lot, et celle aussi c'est chronologique, que j'ai découvert en premier. C'est finalement la première œuvre qui m'a fait, où j'ai découvert que la littérature pouvait nous bouleverser, c'est À la recherche du temps perdu. Bon. Alors je sais que je ne sais pas qui d'entre vous a lu Proust in extenso. C'est toujours la grande question. J'ai lu Proust, j'ai pas lu Proust. Tiens, je relis Proust pendant les vacances cet été. C'est ce qu'on dit en général. Je relis Proust. Il y a beaucoup de préjugés sur l'œuvre de Proust. Un de ces préjugés étant c'est des phrases à rallonge, c'est très intellectuel, on s'embête, etc. L'autre préjugé étant c'est un auteur du snobisme. Voilà, c'est quelqu'un qui parle d'une fraction à la fois disparue et très étroite de la société, qui sont les mondains, les aristocrates extrêmement sélectifs de la fin du XIXe siècle. Or, ce sont des préjugés et ce sont des erreurs. J'ai découvert Proust à 16 ans. Je suis tombé du côté de chez Swann. En fait, j'ai lu la deuxième partie, Un amour de Swann. Or, à l'époque, j'étais amoureux, comme on l'est à 16 ans, et cet amour était indissociable d'une jalousie maladive. C'est-à-dire, par exemple, que le fait simplement d'imaginer que la fille que j'aimais puisse être dans un autre endroit, que des gens puissent la voir, lui parler, etc., cette seule représentation imaginaire suffisait à me rendre malade.
Et puis, j'ai lu Un amour de Swann et j'ai reconnu les symptômes de ma maladie. Mais décrits avec une lucidité, un luxe de détails qui ont fait que quoi? Qui ont fait que, je me suis révélé à moi-même ce qui était en train de m'arriver, que, me le révélant à moi-même, j'ai pu, en quelque sorte, comme on dit, gérer cette émotivité débordante qui, sinon, était absolument incontrôlable. Et puis, en même temps, comment dirais-je, l'intégrer dans une autre économie psychique. Faire en sorte que ça ne soit plus une pure... que je ne sois plus entièrement dépendant de cela, mais que, d'une certaine manière, j'arrive à le dépasser, à en faire quelque chose dans ma vie. Et voilà quel était l'usage de la littérature, en l'occurrence. Faire en sorte que reconnaître les symptômes de ce que j'étais en train de vivre devienne tout à coup quelque chose à vivre, éventuellement à dépasser. C'est d'ailleurs ce que dit Proust, et c'est un peu son objet. Son personnage de Swann ne se dit jamais, n'a jamais à aucun moment conscience qu'il est jaloux. C'est-à-dire qu'il se représente un certain nombre de petits faits, petits sentiments, complètement disséminés, et le grand travail qu'il a à faire, c'est d'accéder à cette sorte d'abstraction, c'est-à-dire, tiens, et d'accéder au langage de ce qu'il est, tiens, mais peut-être que je suis un jaloux, finalement. Et là, à partir du moment où il accède au langage, tout à coup, tout se transforme. Tout entre dans une autre économie. Donc, qu'est-ce d'abord que À la recherche du temps perdu? À la recherche du temps perdu est un roman d'initiation, et d'initiation au sens de traverser des apparences. Le narrateur, celui qui dit « je », va devoir traverser un certain nombre, comme dans un récit initiatique, un certain nombre d'erreurs. Et parmi ces erreurs, il y a la vie sociale, donc la mondanité, qui fonctionne uniquement sur sur l'imaginaire. Sur l'imaginaire, c'est-à-dire sur des représentations qui nous conduisent à accorder une valeur sur une base purement imaginaire à certains êtres. Et Proust décrit donc en détail les procédés d'association, par exemple, le système de signes qui nous conduisent à faire en sorte que tel ou tel être, tout à coup, devienne pour nous désirable parce que nous l'associons à toute une série de choses. Or, lorsque Proust décrit cette illusion sociale, qui consiste à désirer être reçu par machin, aller dans tel milieu, etc. Il ne fait pas seulement un portrait de la mondanité et du snobisme dans certains milieux aristocratiques de la fin du XIXe siècle. Il fait un portrait de l'imaginaire social en général, qui pourrait être aussi bien valable chez un petit truand parisien des années 1950 que dans les milieux qu'il décrit. C'est-à-dire que le processus, le fonctionnement est exactement le même. Nous fonctionnons par rapport aux autres, dans un imaginaire complet, socialement. Ça, c'est la première traversée des apparences. La deuxième traversée des apparences, c'est l'amour, qui décrit évidemment avec un luxe de détails extrême dans toute la recherche du temps perdu. L'amour qui, dit-il, est ce sentiment absurde qui nous pousse. Alors évidemment, il a une conception extrêmement contestable, discutable, restrictive de l'amour, mais pour lui, c'est ça. Ça fait partie des apparences à traverser. C'est quelque chose qui nous pousse à accorder à un être choisi arbitrairement, à investir tout notre imaginaire et tout notre désir à partir du moment où nous pouvons l'associer à quelque chose. Et c'est ce qui se passe chez Swann d'ailleurs. Il ne désire pas la femme qu'il aime, Odette, au départ. Pour lui, elle n'est pas intéressante. Et à partir du moment où il arrive à l'associer à un certain nombre de choses qu'il aime, qui sont importantes dans son imaginaire, notamment à la peinture italienne, etc. Tout d'un coup, il fait une fixation qui sera encore renforcée par un certain nombre d'éléments de jalousie, etc., qui fait que la femme qu'il aime n'est plus du tout la femme réelle. C'est quelque chose autour de quoi il construit un système de signes, d'interprétations, etc., qui au fond n'appartiennent qu'à lui, qui n'appartiennent pas du tout à l'être aimé. Donc là encore, il y a chez Proust cette idée que notre vie, ce que nous appelons notre vie, c'est d'abord une fabrication imaginaire, et que vivre, c'est apprendre à nous débarrasser, à nous défaire de ces constructions de l'imaginaire.
Enfin, troisième remarque, Proust présente à plusieurs reprises des cas où ce que nous penserions normalement être la réalité, dans toute son intensité, en fait, se dérobe devant nous. C'est ce qu'il appelle, notamment, en ce qui concerne les émotions, les intermittences du cœur. Voilà. Exemple canonique, le narrateur aime énormément sa grand-mère. C'est un des êtres qu'il aime le plus au monde. Et elle meurt, et il s'aperçoit qu'au moment où elle meurt, il n'éprouve rien. C'est-à-dire que le chagrin ne l'atteint pas. Et ce n'est que bien longtemps après la mort de sa grand-mère, qu'à une occasion de hasard, tout à coup le chagrin le rattrape. Alors là encore, si vous voulez, c'est quelque chose qui intervient dans ce parcours initiatique qu'est pour Proust, alors non seulement le roman, mais en fait une vie humaine, c'est que nous sommes à côté de notre propre réalité. Non seulement nous ne cessons de nous construire des sentiments imaginaires, qui s'appellent l'amour, qui s'appellent la vie sociale, etc., mais ce qui est important pour nous, nous n'y sommes pas au bon moment. C'est-à-dire nous n'avons pas le bon timing par rapport à nos propres sentiments. Nous sommes décalés par rapport à notre propre réalité. Nous ne sommes même pas capables, par exemple, dans certains cas, d'avoir du chagrin où et quand il le faudra. Là-dessus, dans cette espèce de traversée des apparences qui est le parcours de la vie du narrateur, il y a un certain nombre de faits, de hasards qui se produisent, ce qu'on appelle les phénomènes de la mémoire affective. La petite Madeleine, la fameuse petite Madeleine de Proust. Mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène, en réalité, lorsqu'on en parle? Alors, ce que Proust dit, c'est que... je ne sais pas si vous êtes arrivé d'éprouver ce genre de sensation, tel qu'il l'a décrit. C'est-à-dire que tout à coup, vous entendez un air de musique, vous percevez une certaine qualité de la lumière, vous buvez quelque chose et tout à coup le goût vous rappelle à un souvenir, etc. D'abord, il y a une espèce de tragique de la condition humaine qui fait que ces sensations-là sont de l'ordre pur du hasard. On peut passer une vie entière, et certains sans doute passent une vie entière, sans les rencontrer. Pas de chance. Vous allez passer à côté, ou vous n'allez pas passer à côté. C'est le hasard. Deuxième chose, il y a un véritable travail de l'esprit pour parvenir à comprendre ce que ça signifie. D'abord, un travail de reconnaissance. C'est-à-dire que, alors il y a tout un processus. Il dit, et d'ailleurs dans la recherche du temps perdu, il y a des expériences abouties, type la Madeleine, et des expériences inabouties. Ce qu'il décrit dans Un amour de Swann, des clochers de Martinville, par exemple, c'est qu'il voit des choses, des clochers à l'horizon, que ça lui... Il sent qu'il y a là quelque chose qui pourrait faire sens, et il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Avec la Madeleine, il comprend. Avec les clochers de Martinville, il n'y arrivera pas. Donc, deuxième temps, ça fonctionne jusqu'au bout, ou ça ne fonctionne pas. On sent qu'il y a là quelque chose, comme une ressource qu'on a découvert, une intensité qui est là à côté de nous, mais cette intensité, cette ressource, on ne parviendra jamais à les exploiter intellectuellement ou émotionnellement. Et enfin, troisièmement, et ça c'est un thème très important aussi chez Proust, c'est celui de la paresse intellectuelle. C'est-à-dire que nous sommes devant certains événements de notre vie comme, au fond, face à une certaine responsabilité par rapport à nous-mêmes. Et là, il y a un choix. Il y a la lâcheté, c'est-à-dire, ça me demande des efforts, c'est fatigant intellectuellement, et surtout, c'est un ébranlement émotionnel, donc je préfère oublier, et puis je continue ma vie. Donc, non seulement le hasard peut faire en sorte que vous ne trouviez pas ces expériences, que vous ne rencontriez pas ces expériences, mais en même temps, notre nature propre peut faire en sorte que nous ne les exploitions pas. Il y a donc très peu de chances, au fond, pour que se produise quelque chose comme ce qui est décrit. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment une conception tragique de la condition humaine.
dans la mesure où tout le sens de la vie, quand même, réside pour Proust dans de telles expériences. Tragique de la condition humaine, parce qu'en fait, on sent bien que, dans la manière dont il le décrit, peut-être la plupart d'entre nous passeront à côté. Et donc, dit-il, c'est une position extrême, passeront à côté de la vie. Il y a du sens de la vie. Et lorsqu'il décrit l'expérience de la Madeleine, ça n'est pas... Enfin, si vous voulez, il y a une dimension de flash, d'immédiateté, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a là comme un bonheur qui attend, mais en même temps, il le décrit vraiment comme un véritable travail, comme un véritable effort intellectuel. Et, dernier terme, il faut cet effort, il faut ce travail, et en même temps, ça ne sert à rien, parce que le désir de comprendre ce qui gît là dans l'expérience sensible, au fond, va nous en éloigner d'une certaine manière. Il faut que le désir et que le travail interviennent, mais ils ne vont pas réussir à aller jusqu'au bout. Et il faut relâcher. Il y a presque quelque chose qui se rapproche parfois des sagesses orientales dans la manière dont Proust décrit le travail intellectuel par rapport à l'expérience sensible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. Et une fois qu'on a lâché prise, une fois qu'on a su lâcher prise, tout à coup, parfois, le sens de l'expérience se révèle. Alors que dit le sens de l'expérience? Ça a l'air idiot. Au fond, à la recherche du temps perdu commence par la description de l'enfance du narrateur, les cérémonies du coucher, que sa maman le met au lit, qu'il ne veut pas aller au lit parce que sa maman va passer la soirée avec d'autres personnes, etc. Il nous décrit donc toute une partie de son enfance, toute une partie du lieu où il passait ses vacances. Et puis beaucoup plus tard, cette expérience de la Madeleine qu'il goûte. Et qu'est-ce qui sort de là? Il sort de là, le même lieu, Combray, c'était les madeleines que lui faisait goûter sa tante quand il était petit, sa tante qui était malade, qui était dans son lit, etc. Et il trempait les madeleines dans du tilleul. Tout ça pour ça. Et alors qu'est-ce que ça veut dire que cette sensation qui nous fait au fond revenir à nouveau sur le passé? Sauf que ce n'est pas le même passé. Tout est là. C'est-à-dire qu'il y a une différence qualitative totale entre ces moments du passé lorsqu'ils ont été vécus par celui qui en parle, et ces moments du passé tels qu'ils apparaissent dans l'objet sensible qui les restitue. Pourquoi? C'est exactement ce que Proust tente de... ce vers quoi mène à la recherche du temps perdu, au fond. C'est-à-dire cette espèce de sagesse. Il faut le prendre comme un livre de sagesse, d'une certaine manière. C'est que là encore, ces moments vécus, au fond, il n'y était pas lorsqu'il les vivait. C'est au fond le fond du discours de Proust. Lorsque nous vivons, nous n'y sommes pas. Nous sommes mobilisés par tout à fait autre chose. Nous sommes mobilisés par des souvenirs éventuellement, mais, dit-il, une mémoire purement intellectuelle qui ne nous restitue du passé que toujours les mêmes choses, les mêmes fragments de choses, dans le même ordre. Donc une mémoire intellectuelle, froide, construite, non émotionnelle. Nous sommes mobilisés par nos futuritions, par nos désirs, par notre imagination, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure. Donc là, nous n'y sommes pas. Et surtout, nous nous racontons des histoires sur nous-mêmes. Comme Swann se raconte des histoires sur lui-même en se disant qu'au fond il n'est pas jaloux, ou qu'il n'aime pas un tel, ou qu'il aime une telle, etc. L'effet de l'expérience sensible, c'est d'abord un effet de distance. Il faut mettre à distance notre vie pour qu'elle nous apparaisse dans ces grandes lignes, dans ces grandes configurations. D'abord un effet de distance, et puis un effet de concentration. C'est-à-dire que tout à coup, toute l'épaisseur du temps, toute l'épaisseur de l'expérience sensible se retrouve à l'état concentré dans cet objet sensible, donc, et ça forme une différence qualitative totale entre ce qui a été vécu et le passé tel qu'il apparaît, restitué dans l'expérience sensible. Et au fond, c'est à partir de là que Proust se met à réécrire le passé, en essayant justement de le restituer dans l'intensité qu'il lui a donnée dans l'expérience. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Il faut écrire.
il faut écrire, parce que dit Proust, la seule vie réellement vécue, c'est la littérature. Pourquoi? Pourquoi dit-il ça? Lorsqu'il dit ça, la seule vie réellement vécue, c'est la littérature, il donne son sens plein à cette phrase. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas nous-mêmes quand nous vivons, alors la seule signification que peut avoir la littérature, c'est de, en quelque sorte, déconstruire nos fictions intimes. Et ça, c'est toute la dimension satirique de l'œuvre de Proust. Et de nous restituer à nous-mêmes par des types d'expériences de langage qui soient l'équivalent de ces expériences sensibles que nous rencontrons sur notre route et qui nous rappellent au véritable sens de notre vie dans son intensité. Et c'est ce que Proust appelle, alors, par exemple, le sens de la métaphore. Au fond, la métaphore chez Proust, c'est ce qui consiste à faire passer sous une même couleur et dans une même concentration de langage la vie, au fond selon le même processus que ce qui s'est passé dans l'expérience de la Madeleine, dans l'expérience inaboutie des clochers, etc. Distance, concentration et en quelque sorte une espèce de monochrome de l'expérience qui tout à coup se trouve unifiée. Elle était unifiée par la sensation, elle est unifiée par le langage. Voilà. Je vais vous dire sur la recherche du temps perdu. J'espère que j'étais peut-être un petit peu long, je vais être beaucoup plus court que sur les autres. Ah oui, j'ai quand même passé une demi-heure là-dessus. Mais c'est une gestion globale du temps. Alors pourquoi Pantagruel donc je prends le premier qui me tombe sous la main. Mais c'est aussi une lecture très ancienne, enfin c'est un peu dans la chronologie. Bon, d'abord pour représenter l'œuvre de Rabelais, globalement ça aurait pu être Gargantua, ça aurait pu être le tiers-livre. Et parce que pour moi ça a longtemps constitué une espèce de modèle de quelque chose qu'au fond la littérature française n'a jamais réussi à vraiment reproduire. Je pense que ça existe plus dans d'autres langues. Peut-être on y est venu dans le courant du XXe siècle, mais il s'est passé quelque chose en France qui a été la mise en ordre du langage. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, au XVIIe siècle, avec Malherbe, puis avec l'Académie, les débuts du classicisme, etc., on a entrepris d'écrire des dictionnaires, d'écrire des grammaires, c'est le grand moment. Bon, l'Académie française est là pour mettre en ordre les genres littéraires, mettre en ordre la langue, elle le fait encore, mais enfin avec moins d'autorité qu'autrefois. De sorte que une œuvre comme celle de Rabelais a été, à partir du XVIIe siècle, complètement occultée. Et considérée comme celle d'une aimable divagation, mais qui appartenait à des temps un petit peu barbares, où la langue n'était pas encore normée, mise en ordre, etc. Et il a fallu, en réalité, le milieu du XIXe siècle, pour commencer, et des gens comme Théophile Gautier, qui ont redécouvert ce qu'ils appelaient les grotesques, ce qu'on appelait au XIXe siècle les grotesques, et qui ont été recherchés, alors des parfaits inconnus, Béroald de Verville, de moins inconnus, Cyrano de Bergerac, et puis on fait relire Rabelais, c'est-à-dire s'opposant à la norme classique, qui avait du bon certes, les romantiques ont été redécouvrir toute une vie, tout un foisonnement de la langue, dont en France, je crois, nous sommes les seuls, nous sommes la seule littérature à nous être complètement coupés, à un moment donné, enfin je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est un phénomène extrêmement français. Je regrette qu'il n'y ait pas, aujourd'hui en France, des gens qui reprennent cette tradition de l'invention linguistique, mais de l'invention linguistique associée à une démarche, je dirais, populaire. Parce que Pantagruel, peut-être qu'aujourd'hui on aura du mal à le lire, peut-être qu'on dirait que c'est un peu scolaire, c'est réservé à des spécialistes, etc. Mais c'est de la langue populaire. C'est de la langue populaire. Et Rabelais a d'abord travaillé avec des mythes et des images populaires. C'est-à-dire que Pantagruel, Gargantua, etc. sont des personnages de légende, sont des personnages qui figuraient dans des brochures de littérature populaire qui circulaient, etc. Donc Rabelais a d'abord fait de la récupération de langage et d'imagerie populaire.
Et puis, là-dessus, évidemment, il a greffé toute autre chose. Il a greffé d'abord une critique d'un discours, disons, qui régnait à son époque, qui est le discours sorbonnard, sorbonicole. N'oubliez pas que la Sorbonne, à l'époque, réunissait à la fois les études académiques classiques et en même temps l'autorité religieuse. Et vous avez une caricature de langage dans un merveilleux chapitre du Pantagruel qui est le langage de l'écolier limousin. L'écolier limousin, c'est celui qui parle l'espèce de langage académique, préfabriqué de l'époque. Et ça, je crois, alors ça d'abord c'est très important parce qu'il y a chez Rabelais une revendication de l'invention populaire par rapport à ces langages normés. Et là, je voudrais faire une remarque qui me semble importante, c'est que une remarque sur l'évolution de la langue. Mais je fais au fond, je fais une espèce de considération, mais voilà, parce que c'est important pour ça. En ce qui concerne la langue, comme vous savez, il y a les conservateurs et puis les partisans de l'évolution. Les conservateurs disent il ne faut pas dire ça, il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas dire, et j'en suis d'ailleurs, il ne faut pas dire au final, il ne faut pas dire des monstruosités comme ça, etc. Et puis, au fond, la plupart des linguistes qui ont appris que la linguistique n'était pas normative et que ce qui crée la grammaire, ben, c'était la langue d'usage, hein, qui finissait de toute façon par s'imposer à tous les grammairiens. Alors, quelqu'un comme Vialat, d'ailleurs, avait une réponse à ça, c'est-à-dire qu'il dit, mais précisément, il faut les deux. Il faut les deux. C'est-à-dire que quand vous avez, dans la vie d'une langue, il faut à la fois ce qui permet d'arrêter, de maintenir cette évolution, dans une certaine dimension, qui fait que la langue va rester compréhensible pendant plus de temps, pour plus de gens. Et puis en même temps, il faut l'aiguillon du changement, qui fait que, ben, bien sûr, la langue bouge, c'est la vie de la langue, il le faut, mais il ne faut pas qu'elle bouge trop vite. Mais parmi les gens qui défendent l'évolution de la langue, ce qui me gêne souvent, c'est qu'en fait, cette évolution est de plus en plus, non pas une évolution populaire, ce dont je suis absolument partisan, parce qu'il n'y a pas de plus inventif que la langue populaire. Vous savez, je ne sais plus qui c'était, je ne sais plus si c'était Dumarsais ou Fontanier qui disait mais les figures de style, il s'en fait plus en un jour à la Halle qu'en un an à l'Académie. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a rien de plus inventif en termes de figures que la langue populaire. Simplement, ce qui, moi, me choque dans ce qu'on instille dans la langue, c'est la langue de l'écolier limousin. C'est-à-dire la langue préfabriquée d'un certain nombre d'institutions, d'écoles, de médias, qui est une langue prétentieuse, qui voudrait savoir et qui ne sait pas. Et de moins en moins, véritablement, la langue populaire. Heureusement que la langue populaire arrive encore à se glisser dans notre langue, mais voilà, Rabelais me semble le parfait idéal d'accord entre une certaine ambition savante, parce qu'il s'agit de nous présenter un idéal de vie, un idéal d'éducation, et en même temps une littérature qui travaille la langue, véritablement, mais une langue qui est aussi d'une certaine manière celle de tout le monde. Voilà. Voilà pour Rabelais. Impressionnant rééquilibrage. Non mais là on va aller très vite, hein, je pense. Éric Chevillard. Alors, vous savez, pour vous faire une confidence, dans la vie d'un écrivain, il y a des moments très difficiles. J'en ai connu deux, vraiment très très difficiles. En ouvrant un livre d'Éric Chevillard et en ouvrant un livre de Valère Novarina. C'est-à-dire le moment où on lit 4 phrases et on s'effondre en disant mais bon Dieu, mais pourquoi j'ai pas fait ça? C'est ça que j'aurais dû faire si j'avais vraiment été quelqu'un d'intéressant. Et c'est ce qui m'est arrivé avec le premier Chevillard que j'ai découvert, qui était le caoutchouc décidément. Ça date un petit peu. Alors j'essaie d'exposer très simplement ce qui m'a à ce point impressionné. Pour moi, Éric Chevillard, c'est l'écrivain absolu. Voilà. C'est l'écrivain absolu, c'est-à-dire que suivant le souhait de Flaubert, il fait des livres sur rien.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet, où les sujets sont des non-sujets, c'est n'importe quoi, c'est tout ce qu'on veut. Et à partir de là, c'est la langue toute seule qui travaille, mais dans une espèce d'exigence totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une phrase, il n'y a pas un mot chez Chevillard qui ne soit pas un état d'intensité maximum. Qui ne soit pas travaillé pour faire rire, à chaque instant, en quelque sorte. Je crois que son entreprise quasiment sadique, c'est de mettre au défi son lecteur de dominer sa langue, de dominer l'espèce de feu d'artifice, de langage permanent qu'il tire pour nous, à chaque phrase, à chaque mot, à chaque page. Et ça, c'est quand même une sorte d'exploit. Donc en fait, c'est pas réaliste, parce qu'il écrit loin de là. C'est a priori, et on pourrait le classer, si vous voulez, dans un certain formalisme des éditions de minuit, c'est-à-dire des gens qui font des phrases et puis ça nous embête parce qu'il faut que faire des phrases. Et bien c'est pas ça. Et bien c'est pas ça, notamment dans L'auteur et moi, qui je crois c'est son dernier livre et c'est sans doute son meilleur livre, en plus. Alors, je lui dis, mais comment tu fais? Je t'ai lu, j'ai lu tes premiers livres, je les ai trouvés géniaux. T'en as écrit 20, chaque fois que t'en écris un, je le trouve encore plus génial que le précédent, je voudrais bien comprendre. Je ne comprends même pas comment il arrive encore à trouver des ressources d'imaginaire, d'inventivité, ça m'écoeure. Donc franchement, ça m'écoeure. En plus, il s'est mis à écrire un blog qui s'appelle l'autofictif, que vous connaissez sans doute. Et donc, si vous allez sur l'autofictif.quelque chose, vous aurez tous les jours... Alors là, il parle de sa vie, c'est-à-dire que ça, ces livres ne sont pas du tout autobiographiques, enfin, si parfois un peu quand on le connaît, mais très peu. L'autofictif, ce sont des situations vécues. Il est assis au café, il n'arrive pas à endormir ses filles, etc. Et c'est une espèce de littérature à contrainte, hein, c'est-à-dire que tous les jours, 3 petits textes de 3-4 lignes, 5 lignes, etc. Sur cette base-là. Alors, c'est l'inverse de l'autofiction, si vous voulez. C'est une espèce de provocation qu'il écrit l'autofictif. C'est-à-dire que pour lui, la vie n'est pas une espèce de réservoir de sens qu'il faudrait ensuite traduire. La vie est un matériau d'inventivité permanente. Et au fond, c'est ça qu'il reproche en grande partie à une grande partie de la littérature contemporaine, c'est à quoi bon, enfin on a déjà le monde, à quoi bon le reproduire? C'est pas la peine de faire de la littérature pour en faire un deuxième. À quoi bon le réalisme? À quoi bon cet éternel usage de l'éternel même langage? À quoi bon l'autobiographie? Vous existez, c'est pas la peine de recommencer en littérature. Donc, s'il y a un intérêt à la littérature, c'est l'invention d'un autre monde, d'un monde complètement différent, d'un monde qui obéisse à des règles de pure fantaisie. Et c'est bien ce qu'il fait. Ce qui est admirable chez Chevillard, c'est la fantaisie, mais lâchée dans son état débridé le plus complet. Mais la fantaisie, pas si vous voulez dans l'invention d'objets, de choses, etc., mais la fantaisie dans le langage qui modifie complètement, qui tord complètement la réalité, mais avec une... Alors, je tiens à le dire, un caractère jouissif et surtout extrêmement drôle. C'est-à-dire si vous... Alors, à la lecture, c'est pas toujours évident, mais si vous le lisez, si vous regardez un spectacle, on lit les textes d'Éric, c'est extraordinairement drôle. C'est des trouvailles sans arrêt. Et alors, son matériau, à Éric, c'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est le matériau de l'enfance. C'est le matériau de l'enfance, c'est-à-dire, c'est les éléments, c'est l'eau, c'est le feu, et c'est les animaux du cirque, ceux qui fascinent les enfants, la girafe, l'éléphant, il y a beaucoup d'animaux le hérisson, beaucoup d'animaux dans ses œuvres. Pourquoi? Parce que l'enfance, c'est l'âge métaphysique. C'est l'âge où on s'interroge, qu'est-ce que l'être? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Qu'est-ce qu'on devient, etc. Et au fond, c'est ça qui malaxe. Hein. C'est l'être, c'est la présence, hein. C'est la nature des choses. Alors, l'auteur et moi. L'auteur et moi. Alors, il y a une tendance dans certains livres d'Éric à prendre un sujet et à le pousser à l'épuisement, à l'absurde. Par exemple, il a écrit un livre qui s'appelle Démolir Nisard. Oui. C'est pour ça que je suis un peu... Je parle beaucoup. Très bien. De Dieu. Il a écrit un livre qui s'appelle Démolir Nisard. Alors je ne sais pas si vous connaissez Nisard, c'est un vieux critique oublié du 19e siècle qui avait notamment condamné le romantisme. Je m'aperçois, j'ai oublié de dire des trucs sur Rabelais. Enfin, c'est pas grave.
Et donc il exhume ce vieux critique, il se documente, etc. Il en fait l'espèce d'image de tout ce qu'on déteste dans le discours qui est tenu, dans les discours plan-plan, niant-niant, qui est tenu sur la littérature. Et il écrit un livre qui est uniquement, alors c'est déjà une gageure de parler d'un critique que plus personne ne connaît, à part un ou deux spécialistes de la Sorbonne, et d'en faire un objet de haine. Le pauvre Nizar, il est mort depuis longtemps. Et alors, si vous lisez, non, c'est pas dans l'auteur et moi, c'est dans le précédent Dino Heger, il y a un truc extraordinaire, c'est que, donc il a publié Démolir Nizar, il a reçu une lettre de l'unique spécialiste française de Désiré Nizar, c'était une lettre d'injure disant « Je suis monsieur spécialiste de Désiré Nizar », il produit la lettre, c'est Astor, « Ce que vous écrivez est absolument faux, Désiré Nizar n'est pas un critique, etc. etc. Et d'ailleurs, je vais vous dénoncer auprès du dernier descendant de Nizar, ce qu'elle a fait. » Le pauvre homme, ça l'a fait rire, on se moque de son ancêtre. Et donc le livre consiste uniquement en une espèce de déflagration de haine pendant 250 pages où il trouve toutes les manières de rouler dans la boue, de se moquer, de ridiculiser ce pauvre homme mort depuis un siècle. Eh bien, l'auteur et moi, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire on prend un thème idiot, c'est un thème idiot quand même, hein, on prend un thème idiot et on le pousse jusqu'au bout. Alors comment commence l'auteur et moi ? C'est un type qui aborde une jeune fille assise à une terrasse de café en disant « Je vous importune, mademoiselle », on connaît le truc. et qui commence à raconter sa vie à la demoiselle en question, qui est juste un personnage qu'on ne voit pas, hein, qui est le réceptacle de ce discours ininterrompu qu'est l'auteur et moi. Et il lui raconte son traumatisme d'enfance. Voilà. C'est un type qui adore la truite aux amandes. Et un jour, on lui a promis de la truite aux amandes, on lui sert du gratin de chou-fleur. Et le gratin de chou-fleur, il aime pas ça du tout. Et donc, l'auteur et moi, enfin la moitié de l'auteur et moi est un livre consacré au gratin de chou-fleur et à la haine viscérale du gratin de chou-fleur, mais qui s'exprime de toutes les manières, avec une espèce d'inventivité métaphorique, linguistique, qui vous laisse pantois, parce qu'on n'imaginait pas qu'on puisse faire 150 pages sur le gratin de chou-fleur à ce point-là. Mais en quelque sorte, ce qui est très fort, c'est que le gratin de chou-fleur devient la métaphore de toute la misère du monde. C'est-à-dire de toutes les frustrations, de tout ce qu'on n'a pas, de tous les désirs inaboutis, voilà, tout ce qu'on n'arrive pas à avoir. Et puis petit à petit, alors ça c'est du Chevillard tout pur, c'est-à-dire que c'est jamais des narrations simples, enfin je veux dire, c'est pas le bon roman plan-plan. Intervient quelqu'un qui se met à annoter le discours du type en disant mais qu'est-ce qu'il raconte ce con, etc., etc. Je suis pas d'accord. Et puis petit à petit, ces annotations commencent à devenir très très importantes. C'est-à-dire que le premier récit, celui du chou-fleur, parfois c'est juste 2 lignes. Et puis les annotations deviennent un autre récit. Un autre récit, le récit d'un type qui lui aussi a une marotte. C'est-à-dire qu'il suit une fourmi dans la rue. Alors c'est très difficile de suivre une fourmi, parce qu'il est dans la rue, il suit sa fourmi, puis il y a des rainures, alors de temps en temps il la perd, puis il y a des dangers, parce qu'il y a des gens qui marchent, etc. Et puis petit à petit, il y a des gens qui se mettent à suivre la fourmi avec lui, il y a un tamanoir, il y a une... enfin n'importe quoi. Mais c'est extraordinaire parce qu'on est complètement tenu par cette espèce de truc, de cette avancée petit à petit de la fourmi à travers les dalles du centre commercial. Et voilà, je ne sais pas comment vous dire ça. Mais c'est une espèce d'explosion de fantaisie pure, et c'est assez rare en littérature. Ah, le précédent, alors ça c'est son livre précédent s'appelle Dino Heger, j'en dis quand même quelques mots parce que c'est des trucs qui vous laissent pantois. Vous savez, on dit toujours, au fond, que serait le monde si Napoléon n'avait pas existé? Je ne sais pas s'il était mort-né, si Hitler avait eu un accident de voiture, etc. Que serait devenu le monde? Vieille interrogation aussi absurde que métaphysique, que Chevillard, dans son roman présent, dans Dino Heger, retourne complètement en disant mais le monde que nous connaissons, et je vous disais que c'est un écrit métaphysique, le monde que nous connaissons n'est tel que nous le connaissons que parce que Dino Heger n'a jamais existé. Et c'est imparable. En effet, je veux dire, c'est d'une logique. Et donc, il nous raconte ce que Dino Heger aurait pu être, mais qui n'a jamais été, puisqu'il n'a pas existé. Et qui fait que notre monde est le monde. C'est incroyable. Je ne sais pas comment il fait ça, mais il en fait un roman. Alors, allez, je prends un peu au pif. Alors, pourquoi James Lee Burke?
j'ai pas réussi à voir si vous en aviez parce que les B sont trop... D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez James Lee Burke, en tout cas certains d'entre vous le connaissent certainement parce que Bertrand Tavernier, il y a quelques années, a adapté un de ses livres dans La brume électrique. Et on a fait un livre avec, comment s'appelle cet acteur là qui est, Tommy Lee Tommy Lee Jones. Jones. Voilà, Tommy Lee Jones. C'est un bon film, hein. Enfin, selon moi un bon film. Si vous voulez, parce que je crois, en tout cas pour défendre l'idée qu'une littérature vivante doit être à la fois une littérature, disons, de recherche, hein, je ne dirais pas d'avant-garde, parce que le mot n'aurait pas vraiment de sens par rapport à Eric, qui est un peu simplement en dehors des sentiers battus, mais disons, peut-être une littérature peut-être plus pour happy few, un petit peu de recherche, et puis une littérature populaire. Et je crois qu'il y a de la littérature de recherche qui se plante, et de la littérature populaire qui se plante, et dans les deux catégories, des œuvres intéressantes. Et dans cette littérature populaire, sans doute une des plus vivantes qu'il y a aujourd'hui, je range une bonne partie du roman policier. D'abord parce que pendant longtemps, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais pendant longtemps a été au fond dévolu au roman policier le rôle qui était celui du réalisme au XIXe siècle, c'est-à-dire de parler de notre monde. De parler de notre monde et de parler de nos vies, et que le roman classique le faisait plus tellement, ou le faisait moins. Et donc ça c'était important, parce qu'au fond, je dirais pratiquement 90% du discours social s'était réfugié dans le roman policier. Dans le roman policier américain, et puis un petit peu aussi mais moins, mais bon, il y en a quelques-uns, dans le polar français. Et je doublerai cette remarque d'une autre, c'est que je crois que la description de la réalité est absolument indissociable de la mise en scène du mythe, qui est consubstantiel à cette réalité. Je veux dire que Zola est un grand fabricant de mythes, aussi réaliste qu'il se veuille, et que le polar c'est pareil. Le polar fabrique des mythes. Et James Lee Burke, parce que pour moi c'est un des plus intéressants auteurs de romans policiers aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que c'est un, ce que j'aime bien personnellement, c'est un polar d'ambiance, plus que d'action, c'est-à-dire qu'il prend son temps, Burke. Il prend son temps, il prend le temps de poser son ambiance et de poser, voilà, quoi, la réalité de la Nouvelle-Orléans et du sud de la Louisiane aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une atmosphère très particulière, très intéressante, parce que c'est une région de mélange de culture et de mélange de minorités, le sud de la Louisiane, c'est très particulier aux États-Unis. Il y a à la fois, il y a des blancs, il y a beaucoup de noirs, de descendants d'esclaves, et il y a aussi ces descendants de colons français exilés du Canada qu'on appelle les Cajuns, et qui prennent une grande place, et la langue française aussi prend une grande place dans les romans de James Lee Burke. Alors il y a là une ambiance qui est tout à fait fascinante, qui est aussi à la fois réaliste en effet, parce qu'on donne une idée très précise de ce que sont les problèmes sociaux du sud des États-Unis, et en même temps, et c'est ce que j'aime, tout ce que j'aime dans la littérature, et une ambiance favorable au rêve, à l'étrange, aux fantômes du passé qui ressurgissent, notamment les fantômes de la guerre de sécession dans La brume électrique. Et Jolly Blondes Bounce, je pense que c'est le meilleur Burke, j'en ai eu pas mal, c'est le meilleur en tout cas de ceux que j'ai lus. Ça raconte, Burke c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que son personnage, qui est ce type sympathique, d'un certain âge, un peu revenu des voitures, qui loue des barques pour aller pêcher sur un bras du Mississippi ou dans les marais, etc., est à chaque fois confronté à un personnage qui surgit, on ne sait pas très bien d'où, et qui est habité par quelque chose, par une force à laquelle personne n'arrive à résister. Et ce personnage-là, c'est celui d'un vieux Cajun qui s'appelle Légion, dans le livre, qui est vraiment l'incarnation de l'esprit du mal. L'esprit du mal, du racisme, de la violence inhérente à cette région. Et on comprend après pourquoi il s'appelle Légion, parce qu'en fait, c'est une retranscription des évangiles, et de la tentation, et du démon qui tente le Christ au désert et qui dit « je m'appelle Légion ». Et on verra apparaître à un moment donné la figure christique sous les traits, mais c'est à peine esquissé, c'est très bien fait sous les traits d'un ancien du Vietnam, etc. Et c'est un très très beau livre. Bon, je vais devoir être bref pour la suite, malheureusement pour les livres qui restent. Henry James, tiens, allez, au pif. La bête dans la jungle. C'est pas un roman, hein, c'est plutôt une nouvelle, ça fait partie
à mon avis, des grands textes de James avec l'image dans le tapis, par exemple, et quelques autres. Il y a quelque chose de très proustien chez James, je ne suis pas le premier à le dire. C'est-à-dire, James est très attentif à la manière dont les êtres, là encore, se construisent une image de ce qu'est leur vie, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils doivent faire, et c'est cette image même qui les conduit à rater leur vie. Et c'est, en quelque sorte, dans La Bête dans la jungle, il condense le propos qu'il développe autrement dans quantité de textes et de romans. C'est un roman que j'ai lu il y a très longtemps, mais qui m'a bouleversé. C'est resté un de ceux qui m'ont sans doute le plus marqué, le plus impressionné. Parce que la langue de James, un peu comme celle de Proust, d'ailleurs, je me suis mis au défi de traduire du James à un moment donné. Et c'est une des choses... c'est une des choses les plus difficiles qui soit, parce que c'est une langue pleine de circonvolutions, de subtilités, de phrases extrêmement complexes. Je me suis aperçu d'ailleurs qu'il avait été pendant longtemps extrêmement mal traduit, et traduit notamment avec des contresens pour certaines de ses plus belles nouvelles, ce qui était un petit peu catastrophique. Bref, quel est le propos de La Bête dans la jungle ? La Bête dans la jungle, c'est une histoire de couple, un homme et une femme. Lui la voit en quelque sorte pour parler de lui. Pas nouveau, vous me direz. Et pour lui dire à quel point il sent que quelque chose l'attend. Ce qu'il appelle justement, c'est la métaphore qu'il emploie, la bête dans la jungle. Quelque chose l'attend dans sa vie, il le sait, il le sent. Et donc tous leurs entretiens, en quelque sorte, se passent à ce que lui expose cette espèce de croyance en son destin. On peut dire ça comme ça. Cette espèce d'attente. Quelque chose va se passer, quelque chose va arriver. Et c'est un petit peu Oui, c'est un bon pendant à ce que je vous disais tout à l'heure sur Proust. Parce que ce que nous dit Proust, c'est ça peut vous arriver, mais vous avez toutes les chances de passer à côté. Et elle l'écoute. Et elle l'écoute en tentant très subtilement d'infléchir ce qu'il est en train de lui dire, de le ramener, mais délicatement, au fait que elle est là, par exemple, elle est là. Et puis, à mesure que leurs entretiens se développent, la vie passe et elle meurt. Et il comprend que, à force de se dire que il allait rencontrer la bête qui surgirait de la jungle, elle a surgi. Il s'en est pas aperçu. Et il est trop tard. Et franchement, c'est un livre déchirant. Lisez-le, c'est magnifique. L'honnêteté m'oblige à signaler que pour des raisons de logistique, on n'en a que 2 exemplaires ce soir. Eh oui. Voilà. Donc, soyez rapide. C'est ça, c'est pour que tout le monde se jette dessus. Éteignez la lumière. Alors Austerlitz, je ne crois pas, je sais pas comment parler de Sebald d'abord, qui est sans doute un des auteurs. Enfin, il est mort d'un accident de voiture il y a quelques années, qui est sans doute un des auteurs les plus importants, les plus originaux aujourd'hui, qui se livre à une espèce d'archéologie de ce que notre monde a détruit. Il a écrit un livre sur les bombardements anglais et américains en Allemagne, les bombardements de Dresde, etc., qui s'appelle La Destruction, notamment, de la Destruction, qui est un livre très impressionnant. Il a écrit un livre aussi sur... alors ce sont souvent des livres d'errance, de déambulation. Alors, j'ose pas dire ces déambulations, parce qu'on sait jamais très bien chez Sebald ce qui est de l'ordre de la recomposition imaginaire, ce qui est de l'ordre de l'expérience réelle. Ces déambulations dans l'Est de l'Angleterre, et au fond une espèce d'inventaire de ce qui, d'une certaine civilisation, de certaines familles, de certaines manières de vivre, disparaît. Et au fond, Austerlitz, c'est l'histoire de ce qu'a été l'Europe, et de ce qu'a été l'Europe centrale à travers l'histoire d'un personnage qui est en quelque sorte l'éternel errant, l'éternel exilé, de quelqu'un qui se promène à travers l'Europe et à travers sa mémoire. Quelqu'un qui, dans l'exil, au fond, non seulement a perdu ses racines, a perdu son origine, mais s'est perdu lui-même et tente, dans la mémoire,
de se reconstruire. Alors ce qui est toujours très étonnant chez Sebald, c'est que ces récits intègrent des photos, s'accrochent sur des photos comme si les photos nous donnaient la garantie de la réalité. Vous savez, quand on ouvre un album et puis on commence à se dire, voilà, c'était comme ça, il y a quelques années, la vie était comme ça, etc. Et ce qu'on ne sait jamais chez Sebald, c'est si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est-à-dire s'il construit son récit un récit complètement imaginaire à partir de photos, ou si au contraire, voilà, les photos font référence directe à ces personnages. Bon, je pense que c'est une reconstitution imaginaire. Et voilà, c'est un livre très quelque chose d'un petit peu de baudelairien. Oui, c'est ça. Dans ce très beau poème où Baudelaire dit le vieux Paris n'est plus. Il parle de la forme d'une ville qui disparaît plus vite, enfin que le cœur des hommes, dont l'existence est plus brève que la mémoire. Et c'est un petit peu ça. Sebald, c'est-à-dire comment maintenir ce que nous sommes, qui nous sommes, parce que c'est la mémoire qui nous fait, c'est la mémoire qui est la garante de notre identité, dans un monde où, au fond, tout s'effondre très vite autour de nous. Comment étayer ce que nous sommes? C'est très beau. Il nous reste Michon et Rösselmann. Alors Michon. Michon est l'auteur de peu de livres et de petits livres, et de livres rares, il ne publie pas souvent. Oui, La Grande Beune, c'est rien, c'est presque une nouvelle, ça fait 77 pages. J'ai eu une espèce de résistance au départ à Michon. Pourquoi ? Parce que visiblement c'est quelqu'un qui a un idéal, alors ça au contraire oui je le suis là-dessus, qui a un idéal très 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 élevé de la littérature. Idéal de la littérature qu'il a poussé à un point tel que ça l'a pendant longtemps écrasé en fait. Et en fait il est parti sur un idéal de la langue qui était un peu la langue du grand siècle. Et son premier roman, Vie minuscule, était intéressant en ce que, dans l'espèce de pari de départ, qui consistait à raconter, non pas la vie des rois, non pas la vie des princes, mais la vie d'inconnus, la vie de gens de tout le monde, la vie des gens qui meurent dans les hôpitaux, dans la grande langue de Racine, dans la grande langue de Bossuet. Et j'avoue que j'avais une résistance à ça, parce que j'ai toujours une espèce de résistance avec le passé simple et l'imparfait du subjonctif, même si j'en use parfois, mais dont on a toujours l'impression qu'ils sont là pour dire, comme dirait Jacques Roubaud, pour planter le panneau, attention littérature. Attention, vous entrez dans la littérature. Bon, cela dit, il faut bien reconnaître que Michon fait de cette langue, d'une manière désuète, cette grande langue française, cette grande phrase française, fait de cette langue un usage au fond renouvelé à mesure qu'il avance dans son œuvre. Et qu'est-ce que c'est Michon ? C'est l'auteur de la fascination. Voilà. Tous ses livres sont des livres qui fonctionnent sur une image, sur laquelle on se fixe, et qui devient obsessionnel. Ça peut être quelqu'un une femme qui relève ses jupes et qui pisse. Ça peut être le visage d'une femme, comme dans La Grande Beune. C'est-à-dire que l'art de Michon, ça consiste à prendre un détail extrêmement trivial, souvent, et à le transfigurer complètement, à en faire une espèce de Bellini, une espèce de tableau de la Renaissance italienne. Ça fait aussi partie de ses idéaux, et à montrer, tout à coup, à faire monter une espèce d'intensité, de beauté, à partir de spectacles qui ont lien avec la mort, avec la dégradation, avec la pourriture humaine, avec tout ce qui, dans l'homme, le pousse au contraire vers le bas. Il y a toujours cette démarche de Michon de transformation de la merde, parce qu'il malaxe de la merde, et c'est ça qui est intéressant, et d'en faire une espèce d'or de langage, et il est le seul, à mon avis, à faire ça, avec un peu Richard Millet, mais on reste qu'aux références. Richard Millet est devenu un personnage douteux, mais il y a quelque chose comme ça aussi chez lui. Alors, j'ose à peine parler de Hennig Marcheur en présence de son traducteur, de son émérite traducteur. Je
n'ai pas lu l'œuvre en anglais. Je l'ai découverte récemment donc, dans cette traduction, Russell Hoban, et j'ai immédiatement été soufflé. Alors là, on a beaucoup parlé d'usage de la langue aujourd'hui. Je ne suis pas a priori nécessairement porté vers les livres qui feraient gratuitement, enfin, qui tordraient gratuitement la langue, hein, c'est pas la question. Mais parfois, simplement, cette langue-là, on s'aperçoit qu'aussi tordue qu'elle soit, c'est un peu comme celle de Rabelais, aussi tordue qu'elle soit, elle est quand même la nôtre. Et c'est ça qui est très fort, qui est très très fort chez Russell Hoban et chez son traducteur. C'est-à-dire que c'est à la fois défamiliarisant, on ne sait pas où on est, et en même temps, on sait où on est. En même temps, on se reconnaît. Et ça franchement, c'est quelque chose d'étonnant. Alors, l'histoire, je ne sais pas si vous parlez de l'histoire, mais on pourrait ranger Énigme Marcheur dans la catégorie, vous savez, dans la grande catégorie des récits d'après la catastrophe. C'est un peu ça, on est dans une espèce d'Angleterre d'après la catastrophe où les êtres sont revenus à, je dirais pas un état sauvage, mais un état primitif de la culture, de la civilisation, en tout cas avec d'autres règles, d'autres mœurs qui ne sont plus les nôtres, et qui correspondent au fond à ce que nous projetons parfois. C'est-à-dire qu'on envisage volontiers, on a un imaginaire de la catastrophe, quand il n'y aura plus de culture, quand il n'y aura plus de bouquins, quand tout le monde sera déscolarisé, etc. etc. C'est donc l'histoire d'un adolescent, d'un très jeune homme, qui est plongé dans cet univers inquiétant. C'est très inquiétant, ça fait assez peur, c'est assez violent. Il y a des animaux qui sont à la fois des civilisations animales et qui ont en quelque sorte repris une espèce de pouvoir sur cet espace. Et en même temps, ce qui est très fort dans Énigme Marcheur, c'est qu'on s'aperçoit que ce qui est quand même le plus fort, c'est la fabrication de l'humain, et la fabrication de l'humain dans la langue. C'est que aussi, même si tout a été détruit, même si la culture a été détruite, la langue est quand même la plus forte. Et c'est la langue précisément qui nous fait vivre et qui nous fait nous reconstruire. Alors, il y a des personnages incroyables là-dedans, des personnages à la fois terrorisants, démoniaques, et en même temps, d'une espèce de truculence réjouissante. Donc voilà. Là encore, ça fait partie de ces livres qui tiennent tellement sur la langue qu'il est difficile d'en parler, mais peut-être que vous le feriez beaucoup mieux. Non, j'ai rien ajouté. Voilà. J'ai